Le spectacle cinématographique a ses règles qui permettent d'aboutir à des produits satisfaisants. Le dimanche 9 avril 1950 à 11h10, durant la grand-messe de Pâques à la cathédrale de Notre-Dame de Paris, un jeune homme de 22 ans déguisé en moine dominicain profite d'une pause après le credo officiel pour monter en chaire et interpeller les 10 000 ouailles réunis ce jour-là. Il leur annonce la mort de Dieu. Ce jeune homme, c'est Michel Moore. Il fait partie du mouvement lettriste, un mouvement artistique créé en 1945 par Isidore Isou et Gabriel Pomeran. Le lettrisme s'inscrit dans la continuité du surréalisme d'après-guerre, et même s'il cherche à le dépasser, le mouvement reconnaît et revendique la filiation. Lorsqu'André Breton revient en France en 1946, il a la ferme intention de redonner au surréalisme la place qu'il avait dans l'intelligentsia parisienne d'avant-guerre. Mais d'autres pensées, comme l'existentialisme, d'autres avant-gardes, d'autres générations sont en place, et les prises de position et autres oppositions vont bon train. Roberto Matta dit que dans le Paris d'après-guerre, tout le monde s'engueulait sans vraiment trop savoir pourquoi. Adeptes du scandale, les lettristes se rendent à Cannes en 1951 avec la ferme intention de faire projeter le film Traité de bave et d'éternité d'Isidore Isou, et ce, quitte à prendre d'assaut le festival. Bien que le film provoque pas mal de rejets, un prix d'avant-garde sera créé afin de louer son audace. Essentiellement fabriqué à partir d'images d'archives, de collages filmiques et d'images retouchées ou détériorées, le film est accompagné de bandes-son composées de monologues et de poèmes lettristes inspirés par l'Oursona de Kurt Schwitters. Avec ce film, le programme d'Isidore Isou est simple. C'est en le dédiant à Griffiths, Gans, Chaplin, Clair, Eisenstein, Von Stroheim, Flaherty, Buñuel et Cocteau, Isou s'inscrit dans une glorieuse lignée. Il dit annoncer la destruction du cinéma, le premier signe apocalyptique de disjonction, de rupture, de cet organisme ballonné et ventru qui s'appelle film. Cette volonté de destruction du cinéma est nommée cinéma ciselant, dont le montage discrépant n'est que la première étape. Le montage discrépant consiste en une disjonction totale entre le son et l'image, traitée de manière autonome sans aucune relation signifiante entre elles. Le son est libéré de sa dépendance à l'image et acquiert un sens propre. L'image, quant à elle, est dite ciselée, par une intervention directe sur la pellicule, à l'aide d'objets pointus ou de produits chimiques, créant un film par-dessus les images déjà existantes. Entendant parler de ce scandale cannois, Guy Debord, alors âgé de 19 ans, va à la rencontre d'Isidore Isou et des lettristes, Maurice Lemaître, Jill Wallman, Jean-Louis Brault, Marc O. Ce seront des rencontres décisives qui marqueront le fondement de ses engagements futurs. Cherchant à abolir la séparation entre l'art et la vie, les lettristes développent le concept clé de situation poétique. Ces situations peuvent créer de nouveaux états affectifs correspondant à la recherche d'une nouvelle manière de vivre. Guy Debord va participer activement au mouvement lettriste pendant un peu moins d'un an. Il réalise un premier essai filmique en 1952, Hurlement en faveur de Sade, un film inspiré par l'anticoncept de Jill Wallman, qui est extrêmement radical. 1h09 d'une alternance d'écran noir silencieux et d'écran blanc sur lesquels on entend des voix off. Les petits fumistes étaient tous les futures gloires pour les programmes des lycées et collèges. Le film se termine par 24 minutes entières de noir. Il est difficile de ne pas faire le rapprochement entre Hurlement en faveur de Sade et le carré blanc sur fond blanc de Malevich, ou encore de 4 minutes 33 de John Cage. Il est d'ailleurs intéressant de souligner que le geste filmique le plus extrême du XXe siècle est réalisé la même année que le geste musical le plus radical de ce même siècle. Œuvre indépassable dans son minimalisme, Hurlement en faveur de Sade est un jalon dans l'histoire du cinéma, au même titre que les premiers effets spéciaux de Méliès, l'élaboration du langage cinématographique chez Griffiths, les recherches autour du montage chez Eisenstein, Vertov et Kuleshov. Au même titre que Mallarmé en poésie ou que Joyce en littérature. Si Hans Richter avait déjà tenté de réduire de la façon la plus minimaliste possible le cinéma avec Rythme 21, des formes qui bougent, de la lumière et des ombres, du rythme et du temps, Debord va encore plus loin dans cette épure. Le cinéma peut en effet se réduire à un écran noir, puis un écran blanc. Ce film est un véritable tombeau aux images, érigé au moment où la cinéphilie commence à se développer en tant que pratique. La rupture entre Isou et Debord aura lieu lors de ce qu'on appelle le scandale Chaplin.
Lors d'une conférence de presse de Charles Chaplin au Ritz, Debord, Beau, Bernat et Wallman distribuent un tract revenant sur une déclaration de Chaplin à Cherbourg et sur son film Les Feux de la Rampe. Izu désavouera le tract incendiaire, ce qui aura pour conséquence une scission avec Debord et Wallman, de laquelle naîtra l'Internationale lettriste en 1952, suivi de la revue Potlatch, qui publiera 29 numéros jusqu'en 1957. Bien qu'elle s'inspire des théories du soulèvement de la jeunesse et de la destruction des arts prônées par Izu, l'Internationale lettriste se rapproche plus d'un marxisme révolutionnaire saupoudré de dada. Debord, Wallman et les autres lettristes collaborent avec la revue belge surréaliste Les Lèvres Nues, dirigée par Marcel Marienne, revue qui publie entre 1955 et 1956 les principaux textes sur la psychogéographie et le détournement. On y retrouve déjà en germe tout ce qui fera l'Internationale situationniste. Dérive, psychogéographie, détournement, urbanisme unitaire. L'Internationale situationniste sera créée en 1957, lorsque les lettristes sont rejoints par deux anciens de Cobra, le peintre danois Asger Jorn et le peintre hollandais Constant. Placés sous les figures tutélaires de Lautréamont et d'Arthur Cravant, très largement influencés par Socialisme ou Barbarie et aussi par Henri Lefebvre et sa critique de la vie quotidienne, le situationnisme s'inscrit dans une continuité de Dada, en niant purement et simplement le surréalisme. Là où Izu souhaitait une filiation Dada-surréalisme-lettrisme, l'Internationale situationniste durera jusqu'en 1969. Durant cette période, Debord et Jorn vont faire ensemble 2 livres, Fin de Copenhague et Mémoire, un livre dont la couverture est faite en papier de verre afin de détruire les autres livres sur les étagères. Debord réalise aussi 2 courts-métrages, sur le passage de quelques personnes à travers une assez courte unité de temps en 1959 et Critique de la séparation en 1961. Dans ces 2 courts-métrages, Debord est encore à la recherche de la forme de son cinéma, qui ne s'épanouira que plus tard. Les films hésitent, balbutient, doutent. Ils reprennent la réflexion là où l'avait laissé Izu avec Traité de bave et d'éternité, et le film est déjà commencé de Maurice Lemaître. Chez les très grands réalisateurs, on trouve souvent en germe dès les premiers films tout ce qui fera leur cinéma. Un chien andalou et l'âge d'or de Buñuel, Citizen Kane d'Orson Welles, Meurtre de Roman Polanski, Assaut de John Carpenter, Eraserhead de David Lynch, L'oiseau plumage de cristal d'Argento. Il en va de même avec Sur le passage de Debord. On y trouve déjà cette réflexion sur le passage du temps et cette poésie mélancolique qui se déplora complètement dans Ingirum imus nocte en consumimur igni et dans Panégyrique. Comme le sera Ingirum, Sur le passage est une œuvre rétrospective, une réflexion sur l'incapacité du cinéma à saisir le temps et à le reproduire, sur l'impossibilité de rendre le monde et la vérité, ne serait-ce qu'à cause du différé entre le tournage, le montage et la projection. Le film aborde la question de reproduire des événements qui se sont passés 6 ans plus tôt. Tout le cinéma de Debord, d'une certaine manière, aborde cette question de la difficulté à restituer la confusion et les bouleversements du monde en train de changer. Le cinéma est construit sur la manière de réordonner le monde. Or, si l'on veut vraiment rendre compte du monde, il faudrait être capable d'en restituer d'abord la confusion, les contradictions. On peut dire que pour Debord, au mieux le cinéma serait une diversion qui pourrait s'avérer utile à long terme. Au bout d'un moment, les gens se rendraient compte que c'est une impasse dans la représentation et que le seul moyen d'avancer serait de sortir dans la rue, de vivre. Après tout, le cœur de l'œuvre de Debord n'est-il pas le dépassement de l'art par l'action ? Comment l'art rejoint-il notre pratique du monde ? Comment demeure-t-il possible dans le monde contemporain ? Le cinéma pourrait servir à mettre en perspective cette perte de temps. Il pourrait servir à restituer la mélancolie de son absence. Cette mise en scène de l'absence présente dans le cinéma de Debord n'est là que pour appeler à une présence désirée, à une incarnation devenue réelle. La poésie doit s'incarner, prendre chair et non flotter dans les airs. Car pour Debord, le réel est supplanté par l'idéologie et il faut renverser l'idéologie pour reprendre nos droits sur le réel. Il faut bien comprendre que Debord ne s'intéresse pas du tout à la valeur documentaire de l'image. Il en joue, l'instrumentalise pour mieux la faire parler, lui soutirer des aveux. Et un des outils primordiaux pour ça est le détournement. Je ne veux plus entendre parler de lutte de classe. Sinon je vous envoie à mes sociologues. Et s'il le faut, mes psychiatres, mes urbanistes, mes architectes, mes Foucault, mes Lacan. Et si cela ne vous suffit pas, je vous envoie même un structuraliste. Cette pensée est issue du collège et de la citation, mais avec certaines nuances à souligner.
Si la citation et le collage respectent les œuvres qu'il convoque, le détournement ne prête pas allégeance à son matériau de départ. Le matériau de départ est détourné, renversé, afin d'en inverser la polarité. Le détournement est une forme de communication qui contient sa propre critique. Les effets de sens ne sont là que pour révéler le caractère aliénant de nos sociétés et tenter d'en annuler la portée. Cette notion de détournement, que ce soit de bande dessinée ou de film, s'élabore dans Sur le passage et dans Critique de la séparation, où l'on croise par exemple le visage d'Anna Karina dans une pub pour du savon, avant de s'épanouir pleinement dans le film suivant, La société du spectacle. Dans Sur le passage, le commentaire est constitué de phrases détournées prises chez des penseurs classiques dans un roman de science-fiction, ou, comme le dit Debord, chez les pires sociologues à la mode. La différence de correspondance entre le commentaire du film et les images entre la première et la deuxième partie est une des clés du film. Le film commence comme un documentaire ordinaire, volontairement moyen techniquement, et glisse peu à peu vers quelque chose de plus déconcertant, le texte apparaissant de plus en plus inadéquat et pompeux par rapport aux images montrées. Il pose la question de « quel est le sujet ?» Ce qui, le plus souvent, permet de comprendre les documentaires, c'est la limitation arbitraire de leur sujet. Ils décrivent l'atomisation des fonctions sociales et l'isolement de leurs produits. À partir du premier écran blanc, le film commence à se démentir lui-même, à prendre sa place d'anti-film. Il souligne de façon somme toute assez réaliste la vacuité d'un monde et d'un mode de vie privé de cohérence et d'importance. Encore une fois, le matin, dans les mêmes rues. Encore une fois, la fatigue de tant de nuits pareillement traversées. C'est une marche qui a beaucoup duré. Le fond rejoint la forme sans aucun coup d'éclat, sans spectacularité. Ce qui doit être aboli continue, et notre usure continue avec. On nous abîme, on nous sépare. Les années passent et nous n'avons rien changé. Ces deux courts-métrages sont autocritiques et se disqualifient eux-mêmes en participant à ce qu'ils essaient de combattre, à savoir que le monde actuel n'est plus accessible de manière directe. Ce sont deux œuvres de la défaite qui n'appellent aucune adhésion. L'absence de qualité soulignée par Debord est une manière de disqualifier tout jugement esthétique. En 1967, Guy Debord et Raoul Vaneigem vont publier, à 15 jours d'intervalle, deux ouvrages fondamentaux et à la base des soulèvements de mai 68. On peut considérer à juste titre que la société du spectacle est un peu le capital du XXe siècle. Trop souvent réduit à une critique des médias, la société du spectacle est une mise en cause profonde des aliénations produites par une société fondée sur le fétichisme de la marchandise. Dans son livre, puis dans son film, Debord fait un état des lieux de la vie aliénée, coupée du quotidien, où chacun est séparé des autres par la marchandise. La dénonciation du capitalisme n'est pas nouvelle en soi. En repartant des concepts marxistes, Debord énonce la fétichisation de la marchandise, une critique globale de la société, critique radicale tant dans la forme que dans le contenu, dénonçant avec virulence l'aliénation sans cesse aggravée des individus dans leur vie quotidienne. Debord tente de déjouer par la dialectique tous les mécanismes qui nous éloignent de nos propres vies. Chaque individu est infecté par le spectacle qui a colonisé l'imaginaire et contamine nos sensations, notre mémoire, nos rêves. Le spectacle, dans son sens étymologique, est ce qui se réfléchit, ce qui est un reflet, un miroir. Lorsque le spectacle arrive à faire croire si puissamment à sa réalité concrète, alors qu'il est par essence imaginal, appartenant au royaume de l'image et de l'imaginaire, c'est le désir de changement, voire de révolution, qui en fait les frais, en étant relégué dans la sphère fantasmatique de l'utopie ou de l'anachronie. Le spectacle prend d'assaut l'imaginaire collectif et devient une reconstruction complète dans la sphère du matériel de l'illusion religieuse. En 1971, Debord se lie d'amitié avec l'éditeur Gérard Lebovici, qui financera ses 3 derniers films. L'adaptation de son livre La société du spectacle en 1973, le court-métrage pamphlétaire Réfutation de tous les jugements tant élogieux qu'hostiles qui ont été jusqu'ici portés sur le film La société du spectacle en 1975, et Ingirum imus nocte et consumimur ini en 1978. C'est avec ce dernier film que Debord arrive à pleine maturité dans son cinéma. Il fait dans ce film un bilan mélancolique, mais sans amertume, et avec parfois une ironie mordante de son parcours esthétique et politique, et semble faire le deuil
10 ans après 1968, des espoirs révolutionnaires nés autour de cette période insurrectionnelle à laquelle les situationnismes, lui et Van Game en tête, ont très largement contribué. Il nous rappelle que la frontière entre ceux qui acceptent et participent au monde existant et ceux qui désirent le renverser et le détruire se doit d'être retracée perpétuellement. Et une fois engagé dans le combat, il n'y a aucun retour ni réconciliation possible. Tes entreprises, mon rustique et sauvage musette. Le cinéma de Guy Debord est une sorte d'antibiotique face à cette maladie qu'est le capitalisme. C'est un contresort jeté au cinéma cancéreux mainstream et à toute image nécrosée qui a suivi. Tout comme ce qu'ils feront dans Champ Libre avec Lebovici, c'est une déprogrammation, une contre-information. Toutes les images produites par la société travaillent, si l'on peut dire, pour le même patron que l'on se doit d'exproprier. C'est une croisade qui part à la reconquête de l'espace imaginal et qui refuse de se faire confisquer le temps au profit d'une représentation artificielle de ce dernier. Le spectacle a retourné la figure du temps en la figeant. Debord entend la remettre à l'endroit en insistant sur sa fuite. Échapper à tout métier, s'engager dans l'égarement, oublier, détruire. Le début de la conquête spatiale coïncide avec l'arrivée de la télévision dans les foyers. Si en effet elle a été le véhicule principal de la propagande de cette guerre de l'image, elle a surtout été la diversion parfaite pour dissimuler ce qui nous a été volé le plus outrageusement, le temps. Nous sommes devenus les complices silencieux de ce rapt. Processus permanent, involontaire, imperceptible. Avoir le temps, trouver du temps, gagner du temps. Le temps ne se gagne pas, ne se perd pas, ne se trouve pas. Le temps se prend, il faut aller le chercher. Mais il aurait fallu ne pas céder, ne pas servir et prendre d'assaut la fabrique d'images, appelant de tout notre être que les images tombent en poussière. Comme le Godard des histoires du cinéma, le montage chez Debord est une tentative de rejouer l'histoire. L'histoire officielle racontée est toujours celle des vainqueurs. Et de déjouer le temps imposé par l'ennemi. Refuser cet avenir tracé d'avance, en manipulant des images certes du passé mais actuelles dans l'effet de leur présence. Par la répétition, on rend à nouveau possible. C'est une façon de mettre le présent dans une position critique. L'acte souverain de Debord aurait été de refuser que, pendant près de 20 ans, ces films ne soient vus. Debord se suicide en 1994 et ces films seront réédités en 2001. Ils sont l'ultime trace d'un XXe siècle perdu, témoin dépassé et daté d'une époque où, si l'on voulait, on pouvait ne pas être vu. Ils sont donc tout à la fois extrêmement précieux et totalement superflus. Une position dialectique qui n'aurait certainement pas déplu à Debord.